Pour introduire cette table ronde, mon collègue, le professeur Philippe Dugerdil, qui est du reste à l'origine de ce symposium, c'est lui qui nous a proposé cette thématique. Évidemment, la Haute École de Gestion, en tant qu'institut universitaire de formation, ne peut pas envisager cette question, finalement, comment, depuis ce matin, on entend que les choses vont changer, on entend qu'on va devoir affaire à de nouvelles compétences, ou bien envisager les choses autrement. Nous ne pouvions pas ne pas nous poser cette question, et c'est Philippe Dugerdil qui les aborde pour nous. Voilà, merci beaucoup. Mon discours ne sera pas très long puisque c'est, comme Marianne l'a rappelé, pour introduire la table ronde, mais j'aimerais quand même revenir sur... si je peux revenir. Voilà, alors je vais appuyer quelque part. Voilà. J'aimerais revenir un petit peu sur la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. On a parlé beaucoup de ces révolutions industrielles. Tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'il y en a une, deux, trois ou quatre. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une révolution maintenant. Et en fait, souvent m'a été posé la question, mais pourquoi c'est différent? Finalement, c'est jamais qu'une transition technologique de plus. On en a vécu déjà un certain nombre. Ça devrait aller. Et le grand professeur Schumpeter avait dit « destruction créatrice ». Donc finalement, on aura de nouveaux emplois parce que la technologie va créer de nouvelles opportunités. La différence, c'est qu'aujourd'hui, la machine, elle peut apprendre. C'est ça la différence. Par rapport aux évolutions technologiques précédentes, si on peut parler de révolution, c'est que la machine peut apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dès lors que la machine peut apprendre, nous serons, nous, en compétition avec la machine pour les nouveaux jobs. Ça marche maintenant? Magnifique, merci. Très bien. Une autre chose, ce petit bonhomme-là qui est en train d'apprendre. Il se trouve que j'ai fait, il y a 30 ans, des études en intelligence artificielle. On avait essayé de mettre l'intelligence dans la machine. On s'était acharné, rien à faire, ça ne marchait pas. Pourquoi ça marche aujourd'hui et pourquoi ça va marcher de mieux en mieux? Parce que les machines sont infiniment plus puissantes, et ça a été relevé de nouveau ce matin par M. Devel, à savoir que les machines sont infiniment plus puissantes. Les machines que j'ai aujourd'hui, la machine que j'ai dans ma poche, mon iPhone, non, il est sur la table, elle est 1 million de fois plus rapide que la meilleure machine avec laquelle je pouvais travailler en tant qu'assistant. 1 million de fois plus rapide, ceci en 30 ans. Et comme l'a répété Rudy Dewell, la technologie est exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon la loi de Moore, je vous passe l'historique de la loi de Moore, mais les machines augmentent de puissance tous les 18 mois. Tous les 18 mois, elle est 2 fois puissante. Donc elle est 4 fois plus après 36 mois, etc. Ça veut dire que ça va très vite. Ça veut dire que ça va très vite. Et donc, il va falloir s'adapter. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je vous propose un concept de création-compétition. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une idée, on crée un nouveau business. Ce nouveau business nous permet d'employer des gens, de faire du business, mais parallèlement, on va aussi créer des données. Aujourd'hui, on crée des données avec les technologies Internet, les capteurs, etc. On va créer des données. Ces données-là, très rapidement, vont être ingurgitées par la machine, et ainsi, le robot rentre en compétition maintenant avec le job qu'on venait de créer. Ce qui implique que cet inventeur ici devra inventer un nouveau job. Et ce cycle va se répéter. À savoir que, et comme ça a été relevé par Madame Vega, c'est l'accélération qui est effrayante. C'est l'accélération. Et cette accélération, elle est là pourquoi? Elle est là parce que la machine est 1 million de fois plus rapide aujourd'hui qu'elle l'était quand j'ai fait mes études. Et ça ne va pas s'arrêter. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire pour se battre contre la machine? Alors la première chose, on l'a relevé, les qualités humaines. Si on crée des jobs dans lesquels c'est essentiellement les qualités humaines qui vont être importantes, alors à ce moment-là, on va pouvoir, parce que c'est peu généralisable, si on a un job de proximité, c'est peu généralisable, peu de données, la machine va avoir des soucis pour arriver à apprendre. Deuxième chose, bien sûr, on ne va pas faire les choses à l'ancienne, à l'artisanal. Si on peut utiliser une machine pour aider
dans les tâches, on va le faire. C'est-à-dire, et comme le soulèvent beaucoup de chercheurs dans ce domaine, il va y avoir une collaboration avec la machine. Par exemple, Bryn Johnson de MIT, quand il écrit son livre qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle « The Second Machine Age », il dit « L'avenir, ce n'est pas la disparition du travail, c'est la collaboration avec la machine. Chacun joue un rôle pour lequel il est le plus performant. Les humains pour les qualités humaines et la machine pour tout ce qui est logique, calcul, etc. » Là, j'ai une citation d'un livre qui est relativement récent, 2016, et ça, c'est un clin d'œil, Only Human Need Apply, c'est un clin d'œil au livre de Jerry Kaplan, qui a fait énormément de bruit une année avant, qui s'appelait Human Need Not Apply. Les gens n'ont pas besoin de candidater parce que la machine va faire le boulot pour vous. Alors, il a dit, mais attention, ce qui va être important aujourd'hui, ce sont les qualités humaines. Donc, tout le monde l'a dit aujourd'hui, et je ne peux que le répéter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir ce qu'on pourrait appeler un renversement des valeurs. Alors ça, c'est l'époque dans laquelle on vit maintenant, à savoir que vous avez tous essayé un service de helpdesk, Sunrise par exemple, qui est parmi les pires. Vous avez donc quelqu'un qui vous dit, ou une voix enregistrée qui vous dit, appuyez sur le bouton 1, appuyez sur le bouton, etc. Donc dans une certaine mesure, le front-end, c'est un robot. L'expertise est chère. Donc l'expertise, une fois qu'on n'a pas réussi à vous décourager, c'est plutôt ça, à ce moment-là, on fait appel à un expert qui, dans le meilleur des cas, seulement dans le meilleur, va résoudre votre problème. De nouveau chez Sunrise. Richard Susskind, qui est un chercheur américain qui a fait beaucoup de travaux sur le travail et le futur du travail, vient d'écrire un livre qui s'appelle « The Future of Profession ». Il dit la chose suivante. Qu'est-ce qui se passe si l'expertise est bon marché? Aujourd'hui, l'expertise est très chère. Un médecin, un architecte, etc., l'expertise est très chère. Qu'est-ce qui se passe si l'expertise est bon marché? Eh bien, si l'expertise est bon marché, ce qui aura de la valeur, c'est l'interface. Autrement dit, et j'ai essayé de le traduire ici avec finalement une fonte qui voulait traduire ce que je voulais dire, il va être de plus en plus important pour faire la différence d'avoir une interface avec laquelle on a envie de travailler, en l'occurrence ici, une interface humaine. Et la machine se chargera de l'expertise. Dernière chose, bien sûr, il y a ce cycle création-compétition dont j'ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'on peut faire également, du point de vue notamment d'un institut de formation, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de casser ce cycle? Ce qu'on peut faire, c'est de la formation continue. Donc par la formation continue, j'ai essayé par cette animation de montrer ce qu'on pouvait faire, à savoir qu'on va se décaler par rapport à ce que la machine sait faire. On va essayer chaque fois d'avoir un coup d'avance. On l'a compris, la machine ne va pas créer des nouveaux jobs, elle va les apprendre. Donc si on crée des nouveaux jobs sans cesse, on va bien entendu pouvoir prendre sans cesse de l'avance sur la machine. C'est ce qui s'appelle la créativité, c'est ce qui s'appelle inventer de nouvelles professions. Dans le rapport Deloitte de 2017, c'est très bien indiqué dans le rapport sur les Human Resources, ils indiquent qu'aujourd'hui, pour conserver un job, on ne doit pas seulement apprendre à un instant donné et exercer toute sa vie, on doit apprendre toute sa vie. Et pour cela, j'aimerais vous livrer un deuxième concept aujourd'hui. Ma conviction est la suivante. Aujourd'hui, lorsqu'on suit des études universitaires, on obtient, parfois pour certains à grand-peine, un diplôme. Et puis, on exerce une profession à l'aide de ce diplôme, de temps en temps, avec une formation continue, parce qu'il faut bien rester à la page, disons, tous les 5 ans. Ma conviction, c'est qu'à l'avenir, la formation sera un processus. Autrement dit, vous ne garderez votre diplôme que parce que vous vous formez en permanence. Et le rôle des instituts de formation sera alors autant de donner de la formation continue que de donner de la formation à un instant donné, un diplôme master ou bachelor. Donc, on va certainement, à l'avenir, changer le mode de fonctionnement des instituts de formation dans le sens de renforcer massivement la formation continue. Quand je dis massivement, c'est d'être capable d'avoir sur les bancs de cet auditoire, par exemple, tous les 6 mois, les gens qui reviennent pour se former. C'est bien entendu un challenge aussi pour les professeurs qui devront avoir quelque chose à raconter tous les 6 mois, bien entendu. Bien entendu. D'accord ? Alors, quel va être le rôle des hautes écoles par rapport à cela ? On va devoir développer un certain nombre de domaines. Les domaines que l'on va devoir développer, c'est bien entendu les domaines typiquement humains.
Flexibilité intellectuelle, apprendre à apprendre. On l'a compris, apprendre à apprendre va être indispensable. Alors avant, j'ai suivi une formation dans une école de business. Alors, learning how to learn, c'était vraiment le motto. Et puis bon, ça tournait un petit peu en boucle, puis on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on ne le fait pas, la machine va apprendre à notre place. Ça, on le sait. Donc ça veut dire qu'on sera, dans une certaine mesure, forcé à apprendre tout le temps, de manière à avoir un coup d'avance sur la machine. Les qualités humaines, bien sûr, la créativité, problem solving, l'abstraction, soft skills. J'aimerais revenir sur la créativité ici. Alors on pourrait très bien me rétorquer, ouais mais la créativité finalement, on pourrait mettre ça avec un algorithme, et puis finalement l'algorithme va créer de nouvelles choses. Alors il faut qu'on s'entende sur le terme de créativité. Pour moi, la créativité, c'est d'être capable de créer des activités qui ont un sens pour l'humain, tel que l'a relevé ce matin Rudy Devel et un certain nombre d'autres orateurs de la journée. Donc vous ne pouvez pas avoir une machine qui crée un peu tout et n'importe quoi, et puis on va piquer ce qui nous intéresse. L'avantage de l'être humain lorsqu'il crée, c'est parce qu'il sait pourquoi il crée, pour rendre un service à d'autres êtres humains, et non pas aux robots. Donc ça veut dire que là, on aura toujours un coup d'avance sur la machine. C'est-à-dire qu'on a le sens pour lequel on fait les choses, alors que la machine, dans un futur proche et moyen, ne l'aura pas. Transdisciplinarité, pensée complexe, pensée cross-domaine, pensée entre les domaines. Si on reprend les orateurs d'aujourd'hui, pensée entre le droit et la médecine, par exemple. Il y aura un robot certainement qui sera très fort dans le domaine du droit, il l'est déjà dans le domaine de la médecine. À l'intersection, nous pouvons aussi inventer des jobs. Nous pouvons créer des nouveaux jobs à l'intersection des disciplines. Compréhension des limites des machines et collaboration avec la machine, bien entendu, il est important aussi, et ça a été relevé aussi ce matin, une compréhension dès le plus jeune âge de ce que peut faire et ne peut pas faire la machine. Parce que si on ne connaît pas son ennemi, on a de la peine à pouvoir se battre. Et donc, le fait de comprendre comment la machine fonctionne et comment elle fait ses choix, ça va être une connaissance fondamentale. Et finalement, micro-entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'on l'a compris. Pour pouvoir automatiser, il faut une masse de données. Si vous créez des jobs de niche, si vous créez des jobs qui ne génèrent pas suffisamment de données pour pouvoir alimenter une machine, vous aurez toujours un coup d'avance. C'est pour ça que sans doute, il va être intéressant d'inculquer à nos étudiants le fait de pouvoir inventer un service personnalisé dans un domaine de niche qui lui permette ensuite d'avoir une activité pérenne. Et bien sûr, ceci est un défi pour le corps professoral, comme je l'ai déjà relevé, c'est de garder un coup d'avance sur la machine, à savoir être soi-même en formation permanente, d'où l'importance de la recherche. Et un de mes collègues relevait, quand on a préparé ce symposium à juste titre, qu'un des métiers qui va sans doute rester, c'est la recherche. Parce que la recherche a toujours un sens, a toujours un but, et ce sens, c'est nous qui l'avons, ce n'est pas la machine. Je finirai par une citation de Sénèque, mon maître, qui a dit il y a 2 millénaires, étudie non pour en savoir davantage, mais pour mieux savoir. Mais il n'a pas dit pour mieux savoir que la machine. Merci beaucoup.